Bonsoir à tous et bienvenue à cette émission, cet échange qui va nous permettre d'évoquer le futur des écoles de commerce. Et oui, la situation s'est accélérée et ces institutions, les business schools en ébullition permanente, ont-elles aussi dû se réinventer pour se positionner dans le fameux monde de demain, celui d'après qu'on ne connaît pas encore, et faire évoluer leur modèle pour faire face aux défis de la formation, de la compétence, de l'employabilité ou de l'académique. Les sujets ne manquent pas et grâce aux personnes qui sont réunies autour de moi, trois experts, trois professionnels de l'éducation et du digital, nous allons balayer un certain nombre de sujets. À ma gauche, je vais commencer par le plus jeune, un ancien élève de l'EBS d'ailleurs, Valentin Conrad, vous êtes co-founder, c'est-à-dire qu'il est cofondateur et CEO de Flatcher, une start-up spécialisée dans le matching entre les offres d'emploi et les demandes des entreprises. C'est bien ça? C'est exactement ça. En fait, on va proposer aux entreprises un logiciel pour faciliter le recrutement. Bah oui. Hubert Kratirov. Alors, Kratirov. Je ne sais pas comment vous le présentez, sauf qu'il est enseignant, évidemment, et il est technologie évangéliste. C'est un poste qui a été créé aux États-Unis, il m'a expliqué tout. Alors, donc, je fais semblant de savoir, mais c'est lui qui me l'a dit, et qui va faire la promotion de la technologie, expliquer les enjeux aux élèves dans les grandes écoles et les universités. Eh bien, absolument. Je suis l'apôtre évangéliste de tout ce qui est technologie. Et pour Flatcher de Valentin, qui a un super succès, c'est tout simplement le Tinder des offres d'emploi. Et mettre en relation un marché et une demande. Donc voilà, j'ai évangélisé Flatcher. Quand vous expliquez tout de suite, c'est beaucoup plus clair. En fait, il ne faut pas me demander à moi d'expliquer, mais se retourner vers les spécialistes. Lamia Rouet, vous êtes directrice générale de l'EBS. Tout à fait. C'est avec vous qu'on a organisé cette conférence. Le thème, on le voit, New World, New Business School, New Skills, le monde d'après. On va le voir avec vous. C'est intéressant parce que vous incarnez un peu cette nouvelle génération de dirigeants d'écoles de commerce parce que vous venez de la science, tout d'abord. Absolument. Vous dirigez une école d'ingénieurs et vous dirigez aujourd'hui une école de commerce. Et là, on voit bien le pont qui peut se créer entre la technologie et, bien entendu, le management, les sciences du management. Ce sera l'objet de notre débat durant cette petite heure que l'on va passer ensuite. Avant de débuter, je vais me retourner vers vous, Valentin, parce que vous avez une approche du marché de l'emploi. Et au moment où on se pose plein de questions sur les jeunes diplômés, j'aimerais que vous nous fassiez une petite info brève, si je puis dire, sur la situation de ce marché à la lueur des datas que vous avez collectées, ce marché de l'emploi des jeunes. Oui, donc ce qui est intéressant, j'aimerais parler de deux chiffres qui sont d'ailleurs beaucoup liés au Covid. On a vu avec la première vague que les entreprises, en fait, elles avaient divisé par 2 le volume d'offres d'emploi qu'elles diffusaient. Et les candidats, justement, à l'inverse, juste après la vague de Covid, il y a eu plus de 150% de candidatures en plus. Donc ce qu'on voit, c'est moins d'offres postées par les entreprises et beaucoup plus de candidats qui postulent. Donc c'est vrai que cette année, c'était une année compliquée. Et on voit bien à la miette, de toute façon, l'enjeu va jouer sur les compétences. C'est ce que disait quelqu'un. Après tout, les écoles, elles réussissent bien quand l'économie va bien. C'est quand c'est la crise ou quand c'est difficile qu'elles doivent réussir à se positionner. Alors, ça va jouer sur les compétences, mais aussi sur les soft skills, sur les savoir-être des diplômés qu'on forme. Eh bien, on va en parler. Hubert, honneur à vous. Je dis honneur aux dames d'habitude, mais c'est avec vous qu'on va commencer. Merci Gilbert. La question c'est, on l'a bien compris, dans les écoles de commerce, le sujet c'était la technologie. Il a fallu assurer la continuité pédagogique, la continuité des enseignements et tout simplement pouvoir finir les années, voire les débuter, puisqu'il n'y a pas eu de présentiel véritablement en cette rentrée. Est-ce que pour vous, l'enjeu pour les écoles de commerce de demain, ce sera uniquement la technologie ? Alors, ce sera en partie la technologie, mais pas que la technologie. La technologie ne fait pas tout. On a besoin de technologie parce que nos voix sont portées par la technologie et les messages que l'on passe sont portés par la technologie, mais on a avant tout besoin, dans nos cours, de plus en plus d'humains. On aurait besoin, à chaque poste d'enseignant, d'un accompagnant humain pour aider l'enseignant à bien développer son cours et avoir de plus en plus d'humains. Donc on a besoin de technologie, on a besoin d'enseignement de technologie, on a besoin d'apprendre des choses assez complexes, mais en même temps, on a aussi besoin d'apprendre aux personnes à prendre soin des personnes avec qui ils travaillent, à avoir un comportement plus empathique, plus humain, à bien comprendre et à être inclusif. Et toutes ces choses-là ne sont pas du tout technologiques, elles sont sociales, anthropologiques. Et donc, on a besoin de fondements d'éducation qui sont vraiment
très technologique parce qu'on a besoin de spécialité, mais aussi extrêmement humain, extrêmement proche, extrêmement accompagnateur, extrêmement inclusif. Et justement, c'est ça qui fait l'intérêt d'une école de commerce. Moi, dans tous mes cours de digital, je parle de nanotechnologie et je suis content parce que la mienne est une spécialiste des nanotechnologies. Et c'est très intéressant de voir que... Nanotechnologie, c'est petit, hein, c'est ça, nano. C'est vraiment très petit. Très petit, très petit à un point que je n'imagine pas, mais c'est très intéressant de voir que dans une école de commerce, on parle de nanotechnologie parce que ce sont les technologies de demain que nos élèves et les diplômés devront inclure dans leurs produits, soit sous forme de graphène, soit sous forme de X, Y, Z. Je me retourne vers Lamia qui s'y connaît bien mieux que moi là-dessus. Mais voilà, c'est cette conjonction de la technologie, mais savoir utiliser la technologie. Et ça, savoir utiliser la technologie, il y a un fameux acronyme IHM, l'interface homme-machine. La plus haute technologie a besoin que quelqu'un dise, pour la faire marcher, l'interface entre l'homme et la machine, c'est ce bouton ou c'est ce processus. Le bouton vert. Hubert, une question. Oui. Pour autant, demain, dès à présent, les écoles investissent massivement pour se mettre dans une situation de disrupter leur pédagogie. Et c'est ça l'enjeu aussi. Et parallèlement, une sorte de chemin parallèle entre l'apprentissage et la maîtrise de ces technologies. Comment se fait ce point d'équilibre demain? Alors, ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on doit apprendre un certain nombre de choses à nos élèves, parce que c'est notre rôle, mais on doit surtout leur apprendre à apprendre dans le futur tout seul des choses que nous-mêmes on ne sait pas aujourd'hui, que eux-mêmes bien sûr ne savent pas, que éventuellement même personne ne sait aujourd'hui, et on doit cultiver chez eux cette appétence pour aller apprendre des choses qu'ils ne savent pas. Et j'ai inventé un mot pour ça. Vous connaissez les VCs, les venture capitalistes, donc des investisseurs qui partent à l'aventure. Ben moi j'invente les venture knowledge, des gens qui partent à l'aventure de la connaissance et qui se disent j'ai un bagage, un certain bagage par mon école, demain je vais être employable. Et bien pour après-demain, il va falloir que je parte à l'aventure de compétences et je peux les acquérir tout simplement par un bon vieux YouTube. Je sais que Gilbert, vous n'êtes pas un grand fan de YouTube, mais par un YouTube. Ne me faites pas passer pour ce que je ne suis pas. Ou par un MOOC, ou par Coursera, ou par une formation Executive Education à l'EBS, ou de différentes manières, mais je vais aller acquérir une connaissance dont je n'avais pas idée hier. Et donc, notre rôle, c'est non seulement d'apprendre un certain nombre de choses, mais surtout de leur apprendre à apprendre demain des choses qui vont maintenir leur employabilité au top. On voit bien que la bascule n'est pas simplement technologique. Ce n'est pas parce qu'on donnera les ressources en ligne, parce qu'on aura toute une série d'outils. Il se passe autre chose. Demain. Absolument. Et ça a beaucoup changé. Et puis, il ne faut pas oublier les étudiants. Ce n'est pas les mêmes aujourd'hui qu'il y a quelques années. Donc, on a face à nous ce qu'on appelle génération Z. Et en fait, leur façon d'apprendre n'est pas la même. Et je pense qu'aujourd'hui, le rôle des business schools, c'est de s'adapter et de plus du tout être dans les... En fait, c'est vraiment un changement, c'est une révolution, c'est un changement de pratique, de méthode. On parle d'apprentissage par le projet, c'est très cher à l'EBS, puisque on entend, on oublie, on voit, on se souvient, mais on fait, on apprend, donc on est vraiment dans le faire, c'est très important. Et aujourd'hui, ça aide, la technologie, n'est qu'un moyen. Aujourd'hui, il faut leur donner les clés. Ça vous a imposé un certain nombre d'investissements que vous n'aviez peut-être pas prévus ou anticipés à ce point-là. Le Covid a amené... La Covid, pardonnez-moi. Oui. Je regarde mon téléphone parce que je reçois des questions. Pardonnez-moi, de ceux qui nous regardent. Pardonnez-moi. C'est pas pour communiquer avec quelqu'un d'autre. Ça impose quand même un certain nombre d'investissements assez lourds. Et une nouvelle approche. Oui. Alors ça a surtout mobilisé les enseignants. Je pense que la révolution, elle a été aussi au niveau des enseignants. Leur rôle a changé et ça a été assez brutal puisque on y allait doucement, mais là on a été jeté dans le grand bain et donc ça a révélé des profils. Il y a des gens qui se sont parfaitement adaptés. Il y a des profs qui sont... il y a vraiment le rôle du prof qui change. Et ça, c'est vraiment l'enjeu de demain, le prof de demain. Oui, je crois que sur les profs, on en reparlera parce que je pense souvent à l'amplitude horaire. Avant, on parlait à son prof à la sortie de la classe. Là, on lui parle à minuit quand on a fait son cours. On lui parle à toute heure. Et puis, souvent, on attend une réponse rapide. Ce qui et pose instantanée. Et instantanée. Donc, l'amplitude horaire, de ce point de vue-là, elle évolue. Valentin, je me retourne vers vous parce que parmi tous les chiffres dont vous disposez, les soft skills, vous avez défloré ce sujet et c'est important parce que les soft skills, c'est vraiment, on parlait de skills, new skills dans le titre de cette conférence, de cette rencontre, pardonnez-moi, et je crois que l'enjeu est véritablement là, plus que le digital. Tout à fait, alors ça résonne pas mal, ce que vous dites Lamia et Hubert sur le apprendre à apprendre.
Et comme tout va plus vite, les techniques de marketing qu'on fait, nous, chez Fletcher, on parle d'inbound marketing, avec essayer de coller avec Google, avec tout un tas de logiciels. Donc ça, c'est des choses qu'on ne va pas forcément apprendre en business school. Et donc, c'est vrai que nous, en tout cas, chez Fletcher, et ça se voit pas mal aussi sur nos clients, les recruteurs, ils vont vouloir recruter sur des soft skills et des personnes qui vont avoir envie d'apprendre et qui vont avoir ce qu'on appelle une courbe d'apprentissage parce qu'ils vont pouvoir s'adapter à ces changements de demain. Et ça se trouve, dans 10 ans, tout ce qu'on aura appris, ça n'aura plus aucune valeur dans certains secteurs. Donc, c'est pour ça que ça résonne pas mal. Il y a un chiffre qui est important, qui est assez récent de Cadre Emploi, qui dit justement 37% des cadres interrogés estiment que l'adaptation au changement est une des compétences les plus importantes à avoir dans le cadre de son travail. Donc, c'est cette capacité que vont avoir les nouveaux salariés à apprendre les nouvelles technologies qui vont être hyper importantes et hyper recherchées par les recruteurs. Un autre chiffre, quand on a préparé, 55% estiment que le relationnel, la personnalité auront un rôle capital aussi. Ça veut dire que plus que le savoir, j'imagine qu'on considère qu'on apprend les fondamentaux, et plus que le savoir fondamental, qu'il est finalement plutôt assez facile d'acquérir, puisque maintenant on les a à disposition. Oui, c'est plutôt parce qu'il est sur étagère aujourd'hui. Voilà. On se dit, ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est le savoir-être. Et le chiffre, donc, 55%, vous commentez avec moi, estiment que le relationnel et la personnalité seront les principaux critères de recrutement. Exactement. Donc ça veut bien dire que en fait on veut des personnalités. Alors ce qui est intéressant, c'est il y a justement des études aussi qui montrent que il y a des mots dans les offres d'emploi qui sont moins demandés. Typiquement le leadership, c'est quelque chose que les recruteurs ont de moins en moins envie d'avoir. C'est devenu un peu la tarte à la crème peut-être, non? Voilà. Hubert, il rigole. Hubert, pourquoi? Donc ils veulent plus de leadership. Ils veulent moins de leadership et ils veulent plus justement de l'esprit d'équipe, de la bonne personnalité, du bon relationnel. Et ça, je pense que c'est hyper important. On parle de génération Y qui veulent justement travailler dans un bon environnement et ça va justement, c'est totalement dans l'air du temps. Ouais. Dans quel sens les profs ont-ils changé? On en parlera tout à l'heure. On va faire une conférence que là-dessus. Moi, je voudrais ajouter quelque chose sur les métiers. Ils sont de moins en moins cloisonnés. Quelqu'un qui rentrait commercial avait toutes ses chances de finir commercial. Aujourd'hui, il y a zéro chance qu'il finisse sa vie comme commercial. Il va passer par le marketing, il va passer par la com. On a inventé des nouveaux mots pour ça, des nouveaux masters pour ça. Alors, le S-marketing, c'est le sales and marketing, donc les ventes et le marketing. Ils sont de moins en moins éloignés et de plus en plus alignés. Un vendeur, et pourquoi? C'est parce que la technologie nous le permet. Quand un marketeur fait son plan marketing, et Valentin le sait bien, il suffit qu'il appuie sur un bouton pour informer tous ses clients. Il va sur LinkedIn et il met son principal client et son principal prospect, et il a fait un testimonial d'un client qui est content et d'un prospect qu'il veut signer. Et donc, c'est hyper logique que les fonctions se fusionnent en sales et marketing. Donc là, il y a 75% des entreprises, 25% des boîtes, des entreprises qui ont fusionné sales and marketing. Il en reste encore 75% à fusionner. Il y a 50% des entreprises qui ont déjà fusionné communication et marketing. Parce qu'effectivement, quand on a fini son plan marketing, on appuie sur un bouton, c'est sur Twitter, on n'a pas besoin de passer par un service de com ad hoc. La com nous aide à travailler. Vous avez tous compris qu'avec Hubert, on va comprendre le monde de demain. Et je finis ma fusion des postes. Hubert fait des conférences, donc c'est passionnant, évidemment. Mais si on vous écoute, on vous écouterait bien pour encore une heure. Concluez là-dessus. Je conclue juste sur 50% ont fusionné communication marketing, on appelle ça le CMI, communication marketing intégrée, il y a pas mal de masters là-dessus, et 75% des entreprises ont déjà fusionné le digital avec autre chose. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de département digital, et Valentin le sait, au RH, il n'y a pas les RH standards et les RH digital, c'est fusionné en un seul groupe. Il n'y a pas le marketing digital et le marketing, les gens font du marketing digital naturellement, et donc il reste encore 25% des entreprises françaises qui doivent fusionner ce digital avec soit les sales, soit le marketing, soit la communication, soit les RH, mais bon, 75% ont déjà fait cette fusion. Donc les postes sont de plus en plus fusionner de plus en plus proches les uns des autres, et donc on va naviguer de l'un à l'autre. Et c'est hyper passionnant. Mais dans un monde où l'éducation est assez balisée, voire en silo parfois, par discipline,
Comment C'est ça. on modifie justement tout ça C'est au niveau d'une grande école? c'est assez complexe parce C'est le qu'il défi, faut, en fait. bien sûr, c'est le défi. Il faut à la fois suivre des standards de la De qualité. CESDG, des standards de qualité, des standards internationaux, et en même temps, il faut arriver à convaincre les étudiants, à les garder connectés, à les garder accrochés, parce que quand même, le challenge, c'est d'arriver à transmettre. Moi, je suis ancien prof, donc je suis Ouais. beaucoup dans la transmission, mais la transmission n'est pas de la même manière, hein, elle se fait autrement. Donc il faut trouver d'autres manières de les toucher. Et c'est vrai qu'à l'EBS, par exemple, on fait énormément de projets. Il y a des projets dans toutes les matières. Enfin, voilà. Il y a une piscine, hein, pour reprendre un Il y terme a qui est des utilisé dans piscines, une il y a école. des séminaires, il y a du growth hacking, il y a énormément de choses qui sont là pour obliger les étudiants à mettre les mains dans le cambouis. Parce que C'est vrai presque comme que dans une école d'ingénieur. c'est Pardon. presque aussi bien. Non, c'est vrai que le sachant c'est donnant, le sachant donnant son cours, ça c'est over, Ouais, c'est ça y fini. C'est une autre approche. Alors justement, sur les méthodes pédagogiques, où est-ce qu'on va, dans quelle direction, puisqu'on parle du monde de demain, justement, dans ce temps d'échange. Ouais. Est-ce que vous avez une vision, en tout cas, comment, alors on a compris le projet, le cours en amphi, on peut se dire qu'il a disparu. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y a plus d'amphi Il n'y a d'ailleurs. plus d'amphi d'ailleurs. Voilà, les petits groupes, beaucoup en mode projet, en mode collaboratif, parce que de toutes les façons, les entreprises recherchent des gens, Valentin le disait, qui apprennent et qui savent travailler ensemble. L'ingénieur doit travailler avec le designer, doit savoir travailler avec le manager, tout le monde doit savoir se parler, communiquer, indépendamment de la technologie, se comprendre. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans la transversalité. On va vers transversalité, ouverture. Et vous, la scientifique que vous êtes, Hubert, je vous passe la parole. La scientifique que vous êtes, est-ce que vous pensez que les écoles de commerce, c'est le modèle? Il y a des réflexions et des débats là-dessus. Est-ce qu'au fond, il faudra qu'ils connaissent le management, les sciences de gestion et aussi la technologie, qu'ils la comprennent? Absolument, oui. Est-ce que ça, on va apprendre de la technologie dans les écoles de commerce? On apprend déjà la technologie dans pas mal d'écoles de commerce. Hein. Vous parliez de piscine, il y a du coding, il y a énormément de tech aujourd'hui. De toutes les façons, la technologie, elle est présente partout. Donc c'est un outil, il faut se l'approprier, il faut savoir l'utiliser. Pas forcément le maîtriser, hein. Moi, faut pas mélanger. Hein. Je ne demande pas aux étudiants d'apprendre le langage C. Mais voilà, c'est réservé un peu aux écoles d'ingénieurs. Mais il y a des langages qui existent, qui sont plus ludiques, qui sont faciles et qui permettent de comprendre le fonctionnement. Donc on va plutôt dans ce genre de... Donc il faut quand même maîtriser la technique. C'est un sujet. C'est un sujet extrêmement intéressant. Moi, un des modèles d'enseignement que j'ai appris à l'EBS et que j'applique à l'EBS, Learning by Building, on fait des use cases. Les étudiants se plantent dans des use cases. Ils sont là pour apprendre, ils sont là pour se planter. Et quand on s'est trompé dans un use case ou dans un cas d'école, qu'on travaille ensemble et qu'on travaille en groupe, quand ils se sont bien trompés, ils sont bien allés dans la mauvaise direction et qu'on leur fait... non pas une correction, mais qu'on fait une mise en commun et qu'ils voient à quel point leurs camarades ont mieux travaillé qu'eux, il n'y a pas de meilleur enseignement que ça. Oui. Et donc, ça prend de la technique, mais ça prend cette fameuse méthode des cas. Et puis du peer-to-peer aussi. Learning by building, learning en groupe, et ça, c'est extrêmement important. On parlera français quand même demain, parce qu'il y a plein d'expressions venues de monde anglo-saxon. Il y a peu de chances qu'on fasse plus de français. Ouais. Désolé, Gilbert. D'ailleurs, le New World, New Business School et New Skills. C'est pas vraiment français. Oui, mais il y a une baseline quand même. Il y a une baseline. Regardez, je l'ai fait spontanément. Il y a quand même une explication derrière. Alors, j'ai une réaction qui n'est pas une question. Mais les fondamentaux sur les étagères, il faut les digérer et les appliquer. Absolument. Bah oui, il faut quand même se farcir le cours de compta, hein, quoi qu'on en C'est dise. ça. Et j'ai appuyé sur le bouton. Moi, je trouve, alors je sais pas moi, on me dira à l'oreillette qui c'est, que les jeunes, ils sont convaincus que les soft skills vont les sortir de tout. Vous êtes raccord absolument avec la nouvelle génération. Les soft skills, on explique ce que c'est rapidement. Alors on a mis un nom derrière, hein, la capacité à discuter, à échanger, pas de leadership, on a compris. Comment on les met en place dans une grande école? Oui. Eh bien, en fait, c'est un sujet un petit peu complexe, mais c'était juste pour rebondir sur la question, pardon, c'est une réaction, c'est pas une question. Une réaction sur les fondamentaux, il faut les digérer, bien sûr, mais on peut parfaitement les digérer en les apprenant dans les modes projet. Au contraire, on a plus de facilité à intégrer la compta quand on est en train de monter une entreprise et qu'on doit
qu'on doit faire un bilan quand on est sur du cas pratique. Et cette méthode de cas pratique marche mieux avec les étudiants que quand on leur fait le cours descendant, en mode il faut apprendre Certains étudiants de l'EBS me disent qu'avant ils apprenaient les liasses par cœur pour savoir les lignes correspondaient à quoi. Aujourd'hui c'est fini tout ça. C'est fini, on n'apprend plus comme ça. Par contre, on sait lire parce qu'on a appris sur des cas, des exemples. Mais chez vous, vous me disiez, on apprend tout seul, en fait, hein, vos collaborateurs, une trentaine, hein, c'est bien ça aujourd'hui. Oui, voilà. Pas mal, hein. C'est la réussite. 2014, il a fait l'EBS. Il a fait l'EBS et on espère que ce sera une licorne, hein, celles qui réussissent et qui lèvent des millions et qui font du business, hein, parce qu'il ne s'agit pas de lever pour lever. Mais les jeunes chez vous, ils apprennent tout le temps, c'est ça justement que vous sentez. Il y a quelque chose qui a fondamentalement changé, c'est Google. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur Google, on a tout un tas d'informations qui va circuler, on a des formations. Il y a mon associé qui est donc, lui, un pur tech, hein, c'est le CTO, donc Chief Technology Officer, qui a tout codé, le logiciel qu'on commercialise. Et lui, il a tout appris en MOOC, il a fait Stanford en MOOC. Sans jamais avoir mis les pieds à Stanford. Et aujourd'hui, il est senior dans sa discipline. Donc c'est là en fait où on voit que Google a vraiment été à changer les choses. Et on peut apprendre beaucoup sur Google, surtout les dernières techniques marketing, les dernières techniques commerciales. Toutes ces nouvelles choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Alors par contre, ce qu'on apprend à l'école, qu'est-ce qu'on apprend dans les soft skills? Attention, c'est un prof qui parle. Hein. C'est arriver, l'esprit critique. Arriver à croiser l'information. Parce que Google, c'est pas parce que c'est la première information qui sort que c'est... Enfin, il faut avoir la capacité de se dire, attention, je vais croiser l'information. Et ça, c'est ce qu'on apprend aux étudiants. Ce n'est pas juste l'information telle qu'elle est, c'est croiser l'information, référencer, voir ce que... Voilà, je pense la que sérendipité. On est bien d'accord, les entreprises, elles comprennent ces enjeux. Elles ne sont plus uniquement sur le prestige de l'école ou le prestige du diplôme. Ça dépend lesquels, mais c'est vrai que nous, chez Fletcher, on a une moyenne d'âge, donc déjà on recrute essentiellement que des jeunes, et on va vraiment évaluer le savoir-être et la capacité à apprendre, parce que nous, on est vraiment dans le top de ce qui se fait dans la digitalisation, et tout ce qu'on met en œuvre, c'est des choses qu'on ne va pas forcément apprendre à l'école. Mais je dis souvent, moi, l'EBS, qui ai fait 5 ans à l'EBS, ça m'a vraiment appris aussi à apprendre par moi-même et à me débrouiller tout seul. Donc, je pense que c'est hyper complémentaire avec une école de commerce. Hein. Vous disiez, quand vous recrutiez, vous évaluez la capacité à changer de posture. Hein. C'est ça la principale chose que vous évaluez chez vos jeunes recrues. On évalue ça, et même dans l'entretien, on pose des questions qui peuvent faire peur. On leur dit, voilà, est-ce que si ta fiche de poste change, la fiche de poste change à un moment dans l'année, est-ce que c'est quelque chose qui va te perturber? Et donc là, on attend évidemment alors, la réponse 1, non. Oui, ça me perturbe. Bon, on va pas travailler ensemble. Réponse 2, je peux changer comme vous voulez, ça peut nous intéresser, c'est ça. Ouais. On va même plus loin, on leur dit que leur système de rémunération qu'ils vont signer aujourd'hui peut être amené à changer. Est-ce qu'ils sont à l'aise avec ça ou pas? Et ça, c'est des choses qu'on va évaluer avant même qu'ils rentrent dans l'entreprise. On le prévient dans l'entretien que tout ça, ça peut changer. Et on attend des candidats qui soient à l'aise avec ça. Question qui vient d'arriver, les nouvelles. J'ai pas oublié la première question, hein, je le dis pour celui qui nous l'a envoyé sur les profs, on va en parler. Sujet ô combien important. Les nouvelles technologies Uber ne sont-elles pas un frein à l'esprit d'équipe? Oui et non. C'est pas forcément un frein. Forcément, il va y avoir ceux qui maîtrisent, ceux qui ne maîtrisent pas. Donc là, il peut y avoir quelque chose qui n'est pas très inclusif. À ceux, et c'est mon job de technologie évangéliste, à ceux qui comprennent, charge d'apprendre à ceux qui ne comprennent pas comment on fait. Et au contraire, on l'a vu dans ces différents confinements, par la technologie, ça nous a sorti d'un peu de solitude et ça nous a aidé à faire des choses en équipe, à travailler, à connaître des gens qui étaient dans des filiales qu'on n'avait pas visitées. Et non, au contraire, la technologie rapproche. Maintenant, comme tous réseaux sociaux, on peut dire le pire de Facebook, on peut dire le meilleur de Facebook. La vérité, je dis Facebook ou
YouTube ou TikTok ou n'importe quoi d'autre. La vérité est sûrement au milieu. Il y a un documentaire Netflix, Social Dilemma, qui est sorti et qui est vraiment à charge sur les réseaux sociaux. Donc ils ont raison dans tout ce qu'ils disent. Maintenant, il faut voir tout le positif des réseaux sociaux et des technologies. Ce que disait Michel Serres, regretté Michel Serres, c'est que toute médaille a son revers et que comme on ne paye pas, on est le produit. Et comme on est le produit, forcément, il y a un côté négatif. Mais si, comme disait Lamia, on sait sourcer ces idées, et si on sait qu'à un moment donné, on est le produit, on en a conscience et qu'on n'en souffre pas, à ce moment-là, utilisons le meilleur, humanisons-nous grâce aux technologies et laissons tomber ou évitons le pire en disant ça et ça, je sais que c'est pas bien, donc le sachant, étant prévenu, je passe à travers. Oui, suite au premier confinement, quand on a fait une petite analyse avec les étudiants, ils étaient très contents d'être connectés, d'avoir quand même leur cours. Hein. Ils étaient très tristes d'être loin de leur prof. Et ça a quand même, pour parler du prof, remis le prof au centre quand même. Parce qu'on avait des étudiants qui venaient assister au cours en mode « bon, j'ai assisté au cours parce qu'il faut être présent ». Et là, c'était un moment dans la journée où ils étaient connectés avec des gens. Et du coup, ça a un peu changé les rapports aussi. Ça aussi, quand je dis que les profs ont changé de posture aussi, ils ont été plus attentifs parce que l'écran à la fois a créé de la distance et en même temps un lien particulier compte tenu de ce qu'on traversait. Et donc, plus attentifs aux cas particuliers. Ça a révélé des gens qui étaient plus discrets dans une salle de cours, qui se sont montrés plus... prolixes dans le chat. Absolument. Donc, Ou bien surveiller plus attentivement. C'est vrai qu'on peut faire des QCM au cours du cours et savoir ceux qui suivent, ceux qui décrochent. Oui. C'est des choses comme ça. Oui. Après, l'avantage d'une école comme le BS, c'est qu'on n'a pas d'amphi. On parlait de ça, on a des petits groupes. Et donc, le fait d'avoir des petits groupes permet quand même d'interagir avec un maximum de personnes, de mieux les connaître. Donc, à la fois, ça a rapproché, à la fois, ça reste froid. Enfin, mais ça, je n'ai pas le... Enfin, pour autant, c'est ce que vous dites, c'est que le prof revient au centre du jeu. Absolument. Il est dans le game. Il est dans le game et il a un rôle stratégique à jouer. Donc, il y a un effet générationnel, Hubert. C'est vrai que là, on est clairement... Est-ce qu'il y a cette nouvelle génération de profs connectés à tout moment qui peut répondre justement à ces contraintes? Gilbert, arrêtez de mettre l'âge comme curseur. Non, mais Je parle de générationnel. Alors, je vais vous dire l'anecdote. Valentin s'est changé. Il s'est mis un t-shirt pour faire jeune avec nous alors qu'il était en costume ce matin. Donc voilà, on se sent, on a une grosse pression. Non, il n'y a pas d'effet d'âge et il n'y a pas d'effet générationnel. Il y a un des meilleurs tweetos du moment, c'est Bernard Pivot. Il a 87 ans, je crois, de mémoire. Il tweet en 140 et maintenant 280 caractères extrêmement bien. Il est extrêmement suivi et il a passé l'âge de ça. À côté de ça, il y a des jeunes génération Z qui utilisent Twitter comme un flot d'insultes et qui sont des grands haters. Donc, c'est pas l'âge qui fait la bonne ou mauvaise utilisation ou l'âge d'un prof qui fait la bonne ou mauvaise utilisation des outils. C'est la volonté qu'on a de vouloir effectivement partager quelque chose avec d'autres. Et ça c'est pas une question d'âge. Donc, génération, pas génération, on a des profs qui ont envie de maîtriser la technologie pour mieux communiquer avec leurs étudiants, pour les inclure. Moi, il y a des étudiants que je n'ai jamais vus depuis septembre et avec qui je suis très amis, on connaît nos personnalités, on se vanne sur des chansons, sur des musiques à travers le chat, on se connaît très bien et on ne s'est jamais vu. Et peut-être que je les verrai à la diplomation, si je ne les vois pas, tant pis, si je les vois, tant mieux. Et quand on se verra, on sera vraiment très proches les uns des autres. Bientôt une Corée de Hubert sur TikTok. Alors, ah, mais avec grand plaisir. Si on l'a fait ensemble, Gilbert, on l'a fait en sortant du studio. Oui, il y en a qui dansent beaucoup mieux que moi en tout cas. Vous voulez commenter Lamia? Juste un mot sur les écoles, comment elles font justement quand elles doivent former des experts comptables, des métiers un peu, on va dire, historiques. On ne forme plus à des métiers historiques comme ça. On ne forme pas à des experts comptables. En fait, je pense que vraiment, il y a un moment que ça a changé déjà. Ah, il y a encore des experts comptables, je peux vous le dire. Oui, bon, d'accord. Mais ce n'est pas tout à fait le métier. Nous, on est plutôt une école de management, donc on forme des managers et responsables, on espère. On forme des entrepreneurs qui créent de l'impact. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire et qu'on réussit pas trop mal. Hein. On est assez fiers de ça. N'empêche que
Les écoles font comme toutes les... Enfin, on est en veille permanente, on regarde la concurrence, on regarde ce qui se fait, on regarde les métiers, on est très connecté aux entreprises. Et puis l'avantage, c'est qu'on a un réseau qui est très présent à l'école, le EBS for Life, le réseau des alumni est quand même assez présent et du coup nous remonte de l'info et on est connecté à l'entreprise. On ne forme pas des gens qui vont sortir et chercher un job. Les étudiants trouvent un job avant de sortir de l'école. Un commentaire, c'est vrai ça? Vous aviez un job avant de sortir de l'école? Il a monté sa boîte. Oui. Alors, vous l'aviez monté quand pas vous tout êtes de sorti d'ailleurs? C'était le E de Oui. entrepreneuriat. Oui, alors moi je suis pas le bon exemple parce que j'ai monté donc ma société juste après. Mais au contraire, Bah, tu es un très bon C'est C'est un exemple. très bon exemple. On a besoin d'entrepreneurs. voyez. Mais Il y en a beaucoup. enfin, je suis. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que à l'EBS, il y avait un stage de fin d'année à faire, et ils m'ont permis de faire aussi un stage dans ma propre entreprise que j'avais créée. Facile. Et donc, vous c'était- avez été recruté facilement. J'ai donc. été recruté, du coup facilement. Et tu nous as pas dit où tu avais rencontré ton associé? On s'est rencontrés au lycée. Ah, d'accord. On s'est rencontrés Histoire d'amour. au lycée, voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'était un peu perdu de vue. On s'est retrouvés via LinkedIn. Comme quoi, la technologie, ça rapproche La parce qu'on s'est technologie retrouvés rapproche. grâce aux réseaux sociaux. Alors, un mot sur l'international, parce que vous avez dit on regarde, on benchmark, on regarde ce qui se passe. Comment on est positionné en France dans cette révolution, dans cette transformation globale? Et surtout, est-ce qu'il y a des pays qui sont bien plus en avance que nous? Oui, enfin, moi, à mon sens, les méthodes... et je tiens juste à préciser, je suis enseignante, prof de physique, enfin, je l'étais, donc le savoir était très descendant, la mécanique n'a pas changé depuis très longtemps. Voilà, donc moi, ça a été un changement de paradigme quand je suis arrivée à l'EBS, avec une ouverture d'esprit sur enseigner autrement, enseigner des choses, ça bouge, c'est pas du tout aussi... rigide, figé dans le temps, si je puis dire. Et quand on regarde ce qui se fait à l'international, c'est parfait. Enfin, les méthodes de le faire, la learning by building, c'est fait dans les pays anglo-saxons, c'est fait dans les pays nordiques avec beaucoup, beaucoup de talent. Hein. On peut citer Aalto, on peut citer On ce n'est qui pas fait complètement Aalborg. seul quand on dit tout ce qu'on dit. C'est Non, ce que je veux non, dire. non, on est plutôt connecté avec les besoins des étudiants et puis un monde globalisé. Hein. Il faut... L'international, quand j'en ai parlé, vous aviez les yeux qui brillaient quand on a préparé cette émission, parce que c'est évidemment une donnée encore plus forte, aussi importante que le digital aujourd'hui, où tout est C'est ouvert. sûr qu'en digital, on regarde beaucoup la Silicon Valley, mais pas que. On regarde aussi beaucoup la Startup Nation, qui est l'Israël, avec Tel Aviv. On regarde aussi beaucoup les Chinois. On regarde aussi beaucoup l'Estonie. On regarde un peu l'Angleterre. Et on regarde surtout, il faut le dire, Station F, le plus gros incubateur mondial. 1000 startups, c'est pas vraiment un incubateur, mais on va dire, on va l'appeler comme ça, c'est plus simple. Un incubateur, le plus gros incubateur mondial, qui est à Paris, 13e, grâce à Xavier Niel, Station F, 1000 startups là-dedans, 42. Et on a aussi, et ce serait intéressant qu'on en parle, et je pense que les 5e années vont devenir un peu dans ce style d'apprentissage. Ce serait intéressant qu'on parle des bootcamps avec Le Wagon, qui est le plus gros bootcamp mondial, qui est... On rappelle ce que c'est juste. Juste derrière le SCP, il y a une société qui s'appelle Le Wagon, qui fait des cours de 9 semaines, et en 9 semaines, on peut apprendre à coder. Alors, c'est du Ruby on Rails, c'est du Ruby, c'est un langage de programmation. Perso, ouais, Si, Ruby, tu pensais que... Ruby, ça va marcher. Enfin, c'est un langage de programmation. On apprend en 9 semaines, avec un capital de départ quasi nul. On apprend en 9 semaines, non pas à tout programmer, mais à programmer pas mal de choses. Et Le Wagon, c'est le plus gros bootcamp mondial. C'est pas le plus prestigieux. Le plus prestigieux, c'est Hack Reactor dans la Silicon Valley. Mais le bootcamp, c'est le plus gros bootcamp mondial. Et je pense que les 5e années d'école de commerce vont devenir, de business school, pardon, vont devenir, par certains côtés, des petits bootcamps où on va vous permettre, pendant la dernière année, d'accélérer sur une matière. Moi, je fais beaucoup de cours à l'agilité, de cours au Scrum, savoir faire du Scrum, c'est une des techniques d'agilité extrêmement intéressantes. Et ça, on peut l'apprendre. Là, je finis un cours avec les cybersécurités de l'EBS. On peut apprendre en 35 heures à devenir professionnel et à masteriser le Scrum et à devenir Professional Scrum Master, un PSM, qui est une matière extrêmement intelligente. Et ça, on l'a fait en une trentaine d'heures à la fin du cursus de l'EBS. Bootcamp, c'est un nouveau mot qu'il faudra prononcer dans les écoles. Tout à fait, il faut rajouter. Il faut vraiment faire définitivement se mettre à l'anglais. Ouais. Oui. Non, mais juste sur le concept. Ça veut dire que
C'est vraiment un Alors, changement de paradigme dans les écoles. Absolument, on parle de bootcamp, on parle aussi de hackathon. Hein. Oui, oui. C'est un De peu piscine ça, au début, hackathon, bootcamp. piscine, hackathon, bootcamp. Donc on monte dans la durée, on passe de 48 heures à 9 semaines, Ouais. 30 heures. Enfin voilà. Après, on les découpe comme on l'entend pour garder, parce qu'il faut couvrir un certain nombre de compétences et bien de sûr. matières. Mais oui, vraiment, mais c'est juste génial. Ce qu'on vit est juste génial. On est en train de remettre en cause en fait le modèle parce qu'en fait qui est très basé sur par exemple les certifications, l'académique, et c'est vrai que ça bouscule un peu toutes ces certitudes. Les accréditations. Les accréditations, vous avez prononcé le mot. Voilà. Oui, il y a un vrai sujet sur les accréditations, comment être en phase avec les attentes des accréditations, que ce soit la CTI, la CEFDG, les accréditations internationales. N'empêche qu'elles se mettent beaucoup elles ont bien changé, elles sont vraiment dans les compétences et du coup je pense que ça nous aide beaucoup, skills, à aller dans le bon sens. Donc il y a quand même une certaine convergence. Mhm. Au fond, on a l'impression que c'est un peu le cas chez les ingénieurs où toutes les écoles d'ingénieurs sont montées, on a un peu pas nivelé, c'est-à-dire que des écoles qui étaient moins connues mais qui qui ont renforcé leur expertise, ça va être un peu ça. Ces nouvelles compétences, ces soft skills qu'on doit acquérir, on ne sera plus sur la compétence que sur le prestige du diplôme en fait. Hein. Est-ce qu'on va vers ça? On va sûrement vers ça et je pense Avec que de nouveaux acteurs sur Internet notamment, où Les- on pourra les- avoir, vous dites, hein, on peut avoir un diplôme sur Internet. un bon Tenez ex- Hubert d'abord, parce que Oui. je l'ai coupé. Non, le non, non, pauvre. Valentin, je t'en prie. Non, mais juste un bon exemple de ce que je vous disais, mon associé qui a appris tout seul sur Internet Stanford en MOOC, on voit en fait que quand même la technologie et l'Internet, ça a quand même bouleversé tous les diplômes. Avant, il fallait avoir un diplôme pour réussir. Aujourd'hui, on a des personnes qui apprennent tout sur Internet et qui arrivent quand même à Oui. réussir. Enfin, évidemment, mais je dis qu'en tout cas qu'il y a moins d'élitisme par rapport à avant, avec le savoir qui est maintenant une denrée Partagé, beaucoup oui. moins rare qu'avant. Oui. Tout le monde a accès en fait au savoir plus facilement. Mhm. Oui. Hubert, vous vouliez dire quelque chose? Oui, la vision de Valentin est forcément, elle est juste, mais elle est forcément biaisée parce que tu as rencontré ton associé au lycée. J'imagine que c'est pas n'importe quel lycée de France et qu'il avait à la base, je parle sans savoir, mais je l'imagine, il avait à la base déjà un certain nombre de soft skills par ce lycée, par sa famille, par les premières expériences qu'il a Hubert eues. est mentaliste en plus, hein, vous avez compris, il découvre. Hein. Non, mais c'est super important de dire qu'on a besoin d'un socle de formation qui vont de la sociologie, la psychologie, l'anthropologie, la philosophie, Absolument. un socle de formation, la rhétorique, savoir parler, savoir s'exprimer, savoir écrire sans faute, parce qu'aujourd'hui, tous les gens de l'entreprise, toutes les personnes de l'entreprise vont être des rédacteurs sur LinkedIn, des rédacteurs sur Twitter. L'orthographe est encore plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était hier, et on le sait, les correcteurs ne font pas tout. Donc on a besoin d'avoir, en commençant par le b.a.-ba de l'orthographe et de la grammaire, en allant jusqu'à la rhétorique, en allant jusqu'à la philosophie, que la MIA affectionne en plus des nanotechnologies particulièrement. Donc il va falloir avoir toutes ces formations-là qu'on peut appeler les liberal arts ou des formations de base, et après sa spécialité. Et ce qui est intéressant dans une business school, c'est qu'on a quand même un tout petit peu de respiration, on a 5 ans pour se construire. Oui, voilà, merci. Pour se construire, Absolument. learning, building, on se build en buildant, c'est un peu compliqué, mais on a 5 ans pour se construire et chercher sa spécialité. Et ton associé, j'imagine qu'il avait déjà ses soft skills à travers sa famille, à travers ton lycée, ne serait-ce qu'à travers ta fréquentation, mais il savait déjà de quoi il s'agissait. Et c'est pour ça que je suis un peu plus... Alors, je ne suis pas modérée sur ce que dit Valentin. Et je ne sais pas, parce que je pense que le rôle des écoles est important. Je pense qu'on peut se former sur Internet, on peut se former. Après, il y a de tout. Donc, il faut aussi avoir cette capacité de faire le tri. Et c'est pas si simple, accessoirement. Aujourd'hui, on a quand même des accréditations, reconnaissance de diplôme. C'est pas que de l'élitisme, c'est aussi la reconnaissance de la qualité de la formation, que ce soit international, que ce soit national. Et c'est vrai que quand on choisit une business school accréditée
eh bien en fait, on s'engage dans un parcours où on sait qu'à la fin, on a un certain nombre d'acquis, de prérequis qu'on pourra adapter pour se faire embaucher. C'est pas que je prêche pour les grandes écoles, mais quand même, moi j'ai tendance à dire un petit peu. C'est un peu le truc en France qu'on a par rapport aux autres pays, autant le défendre. Hein. Alors justement, il y a un sujet... Je peux répondre à la question que tu n'as pas encore posée sur les professeurs. Mentaliste. Ah oui, sur Donc, moi, ce que je veux dire sur les professeurs et comment sont formés les professeurs, moi, ce que je veux dire, ce que je m'applique à moi-même et que je demande à tous les profs avec qui je travaille et que je rencontre, c'est de surtout sortir de leur zone de confort, sortir de ce qu'ils savent faire, parce que si on ne sort pas de sa zone de confort, elle se réduit, et on finit comme à Koh Lanta, sur un poteau qui fait plus que 10 par 10, et forcément on tombe à la fin. Donc à force il faut être le dernier à tomber. faut être le dernier à tomber. Donc, il faut surtout sortir de sa zone de confort, aller vers des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Et c'est comme ça qu'on devient un meilleur professeur, parce que c'était une question qui était posée, donc avant que tu la poses, je voulais y répondre. Je ne vous donnerai pas encore le totem d'immunité, comme dirait l'autre. J'attendrai la fin de l'émission. Alors, on pose des questions un peu galactiques. Non, pas galactiques, pardonnez-moi celui qui l'a posé, mais un peu étonnantes. Voilà. Le fait que d'ouvrir des perspectives sur des métiers moins connus, type paysagiste, des métiers qui donnent du sens. Alors, ça peut être ça un peu la remarque, plutôt que d'être focus sur le salaire. Alors, je ne sais pas, on va poser la question de la jeune génération. Est-ce que la jeune génération est moins focus sur le salaire et plus sur le sens qu'on pourrait donner Tout à fait. La quête de sens dont on parle, c'est ça, en fait, Tout à fait. Tout à fait, en fait, c'est vrai que, bon, je parle avant la Covid, hein, il y avait, surtout sur les jeunes diplômés, ils étaient très très recherchés. Hein. On voyait justement des recruteurs qui étaient devant les écoles, Epitech, etc., pour les recruter. Et donc il y avait une espèce de position de force envers les étudiants. Donc forcément, comme il y a l'offre et la demande, ils ont tellement de demandes. C'est renversé. Ils ont le choix. Donc ils préfèrent, maintenant qu'ils ont le choix, avoir quelque chose à impact, quelque chose qui ait du sens. C'est totalement différent que je pense à avant où on était obligé d'avoir un job alimentaire pour se nourrir. Là, on n'est pas du tout dans cette optique-là. Donc pas focus sur le salaire. Voilà, pas forcément focus. En tout cas, les études, les études. Si on gagne bien sa vie. Pardonnez-moi si j'ai dit galactique, c'était pas du tout. C'était juste parce que on parlait paysagiste alors qu'on parlait business. Si le cofondateur de Valentin entend cette émission, il peut donc diviser le salaire de Valentin par deux, parce que nous ne sommes pas intéressés par le salaire. C'est le patron, il peut décider bien de son salaire. Donc, ce que vous dites. Une question. On devait avoir une personnalité en plus qui devait évoquer. Charlotte Fillol, qui était en charge. Qui n'est pas là, on lui souhaite bon rétablissement, parce que voilà, on pense à elle. Elle voulait intervenir sur un sujet, en tout cas qui me semble capital aujourd'hui dans les enjeux qu'on va connaître, c'est le continuum, formation initiale, formation continue. On ne s'arrêtera pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir un beau diplôme, ça ne suffit plus. On peut avoir même un diplôme moyen, ça ne suffit pas. En tout cas, ça veut dire qu'il faut continuer tout au long de sa vie. On l'a dit un peu, je crois que c'est capital aujourd'hui. Absolument. En fait, les connaissances évoluent tellement vite, ça bouge tellement vite que si on reste figé, c'est comme si on s'arrêtait dans le temps et on n'évolue plus. Donc il faut absolument être en mode apprentissage, apprendre. Et on apprend comment ? On apprend tout au long de sa vie. Et c'est juste à la fois un peu effrayant et en même temps c'est juste génial parce qu'il n'y a plus de limite. On peut enchaîner les diplômes, les certificats, on peut regarder des podcasts, moi j'en ai regardé un hier sur comment mieux se référencer sur Google parce que j'étais curieuse de savoir comment ça marche. Donc c'était hyper intéressant. Donc c'était par des jeunes qui ont monté leur boîte qui a beaucoup de succès et ils expliquaient comment ils ont fait pour faire que de l'organique et ne pas payer Google. Je trouvais ça hyper intéressant, donc j'ai regardé. Pas donner d'argent à Google, alléluia. Hubert, le continuum, formation initiale, formation continue. Alors vous l'avez dit quand même, on continue tout au long de sa vie. On continue. Moi, je forme beaucoup de chefs d'entreprise et je suis étonné. Plus le niveau du chef d'entreprise, on pourrait faire une loi. Plus le niveau du chef d'entreprise est élevé, moins il a envie de se former et plus il a de certitudes. Alors peut-être faut-il des certitudes pour être directeur général d'une boîte du CAC 40, mais je pense qu'ils vont se faire assez vite rattraper par des licornes et par Fletcher et par d'autres sociétés. Il ne faut absolument pas s'enfermer. Il faut, je l'ai dit, développer sa zone de confort, apprendre tout le temps, partir à l'aventure, mon fameux venture knowledge, partir à l'aventure de la connaissance, se dire tiens, je vais aller, comme l'a mis à la
super bien fait, m'intéresser au SEO, ce que tu as fait s'appelle le SEO, mais peu importe le terme. Je vais aller m'intéresser à tel sujet. Peut-être que ça n'aboutira à rien, peut-être que ça va me permettre de voir mon job actuel d'une autre manière, peut-être que ça va me permettre de rebondir. Je vous l'ai dit, les carrières sont de plus en plus mêlées, mixées. On passe du marketing à la communication, au digital, aux ressources humaines. On fait différents types d'entreprises, différents types de missions. Donc on aura toujours besoin d'avoir ces connaissances complémentaires. Je ne sais pas si en France, la formation qu'on appelle la fameuse formation continue, on a parlé longtemps du serpent, de ces 30 milliards de la formation continue qui était valdinguée de droite à gauche, d'OPCA en OPCO, de système A en système B. Je ne sais pas si en France, on a la bonne méthode pour gérer cette formation avec continue. Avec le CPF, vous savez, avec son téléphone, on pourra se former en choisissant. Peut-être que c'est une piste. Est-ce que c'est bon? Je n'en sais strictement rien. J'ai envie qu'on teste, que les pays testent différentes manières. Mais effectivement, le but, c'est qu'on puisse se former sur plein de sujets, même s'ils ne sont pas en lien direct. Tu parlais d'expert comptable tout à l'heure. C'est pas parce qu'on est expert comptable qu'il ne faut se former qu'à l'expertise comptable. Je suis expert comptable, je peux aller me former à d'autres matières qui m'aideront à mieux comprendre mes clients et à mieux les conseiller, parce que le rôle d'un expert comptable, c'est pas juste de faire des comptes et de certifier et d'être commissaire aux comptes, mais c'est aussi de comprendre le business des clients. Donc si je fais une formation sur, je ne sais pas quoi, l'industrie du sport, ben, je comprendrai mieux mes clients qui sont dans le sport ou dans des domaines parallèles. Donc formons-nous. Valentin, c'est super important. C'est quelque chose qui résonne chez vos collaborateurs, en tout cas votre esprit de manager, enfin de patron, pardon, c'est l'ADN? Oui, tout à fait. Et nous, d'ailleurs, quand on recrute, parce qu'on est quand même dans le recrutement, je vais reprendre ma casquette recruteur, on demande, on essaie d'évaluer la curiosité. Et la curiosité, c'est est-ce que le candidat, il va être capable, il va s'intéresser, est-ce qu'il va se former justement à ces techniques de SEO comme la mienne. Donc la curiosité, c'est très important pour nous. Et on a des questions en entretien, type qu'est-ce que vous savez de notre entreprise? Qu'est-ce que vous savez de moi? Donc, est-ce qu'il allait sur LinkedIn, regarder quel était le recruteur, qu'est-ce qu'il avait fait, etc. Donc, on évalue ça aussi à l'entretien, c'est hyper important. Est-ce que juste un mot sur les générations, parce que Valentin nous disait parmi les choses, il disait donc vous aviez habillé en jeune, mais parce qu'il est jeune. Il nous disait aussi que c'est les jeunes qui comprennent la techno versus ceux qui ne comprennent pas. Donc est-ce que au fond, je ne sais plus ce que je voulais poser comme question à Valentin. Est-ce que les jeunes nous apprennent des choses. Les jeunes nous apprennent des choses et ils sont plus, j'allais dire, c'est d'où cette contrainte de se former tout au long de la vie parce que les jeunes peuvent plus volontiers expliquer. C'est vrai que dans certains domaines, il y a quelque chose qui a changé aujourd'hui par rapport à il y a 50 ans. Avant, on avait un métier, on transmettait le cordonnier, il transmettait son métier, le boucher, etc. Donc il y avait un système de savoir descendant, comme Lamia le disait tout à l'heure. Et aujourd'hui, c'est la première fois, je pense, dans l'histoire de l'humanité où c'est la jeune génération qui apprend aux seniors. C'est-à-dire que qui peut apprendre aux seniors. Qui peut en tout cas apprendre aux seniors. Moi j'ai ma maman qui vient me demander des conseils sur comment télécharger une application sur son iPhone. Donc c'est vrai que là il y a un peu un retournement de situation et c'est pour ça que on voit d'ailleurs sur des sites comme Welcome to the Jungle qui promouvoient des postes en start-up où ils indiquent la moyenne d'âge dans les start-up. Et bien souvent on a des moyennes d'âge en dessous de 30 ans. Donc c'est là on n'est pas obsolète à 30 ans dans les nouveaux formats. Si on aime apprendre, non. En fait, finalement, le message est là. C'est si on aime apprendre et si on n'a pas peur d'aller dans des... Si on est un aventurier de la connaissance, en fait, tout va bien. Après, c'était un mindset avant pour quelques personnes. Aujourd'hui, ça se généralise. Il y a toujours eu des gens qui ont eu cet état d'esprit d'aller... De multiplier les diplômes, d'enchaîner les formations. Aujourd'hui, c'est plus généralisé et c'est plus accessible surtout. La technologie, justement, par les technologies, nous permet aujourd'hui à la maison de se former. Je peux juste citer une... Bien sûr, à chaque fois il me demande l'autorisation. Hubert, vous avez le droit de parler quand vous voulez. Une idée actionnable par tout le monde. J'ai vu ça chez My Little Paris. Tout salarié peut acheter n'importe quel livre pourvu qu'une fois qu'il l'ait lu, il le remette dans l'espace commun. Donc, il y a un compte dans une librairie de proximité. On peut acheter tous les livres qu'on veut.
Et donc, vous avez envie d'acheter un livre de cuisine, un livre de pêche, un livre de windsurfing, je ne sais pas si on dit comme ça, peut-être, je ne sais pas. Vous achetez les livres que vous voulez pour peu que vous les remettiez dans le lot commun. Et c'est une manière de se cultiver, d'enrichir et de partager et de ne pas rester bloqué sur son métier propre. Et donc ça, c'est une pratique actionnable. N'importe quelle entreprise peut faire ça. Je trouve que c'est une très bonne initiative. Tant qu'on ne commande pas son livre au mauvais endroit, je pense que c'est une très bonne chose. À quoi on pense? On ne dira pas de nom. C'est une très Mais dans un petit librairie de quartier, c'est mieux. Voilà ce qu'on dira. c'est une très bonne chose. Une question qui est arrivée. Alors, vous allez vous dire, mais que fait Gilbert? Il regarde son téléphone. Non, je ne communique pas. Je regarde les questions qu'on m'envoie via WhatsApp, un réseau social que vous connaissez bien. Quelles sont les métriques considérées par les candidats aux écoles de management? Salaire de sortie, délai de mise à l'emploi, technologie utilisée dans le projet. Enfin, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une évolution? Aujourd'hui, ce que les étudiants cherchent, on a fait un petit sondage en début d'année, c'est beaucoup l'environnement, l'expérience étudiante. Je pense que c'est vraiment le critère. Ils ont envie d'être dans un environnement plutôt bienveillant, ils ont envie d'être très accompagnés. Donc les amphis, les profs inaccessibles, tout ça, c'est absolument... on peut être une star et très stars accessibles. Oui. Absolument. Et en fait, ils recherchent une expérience étudiante. Donc le salaire, aujourd'hui, quand on a fait une bonne école de management ou une bonne école d'ingénieur, on a un salaire de sortie qui est convenable et on se place... il y a une étude il y a quelques jours de France Stratégie qui dit que vaut mieux avoir un bac plus 5 aujourd'hui. C'est éternel, c'était oui, vrai avant. Mais je veux dire, le salaire, encore plus aujourd'hui. Le salaire est convenable, mais non, le critère, c'est pendant 5 ans, 3 ans, 2 ans, quelle expérience je vais vivre, dans quel environnement, quelles sont les modalités pédagogiques, comment est-ce que je vais être accompagnée. Donc je pense que les critères, c'est beaucoup l'environnement et l'accompagnement, et la qualité d'accompagnement. Un sujet qui vous est cher, ça fait presque 1 heure qu'on est ensemble, vous vous rendez compte, ça passe à une vitesse, parce qu'on dit des choses intéressantes, tout simplement. Je pense. C'est pas moi, donc je peux en parler facilement. Le parcours à la carte. Parce qu'on va aller vers ce que disait un chercheur, on va aller vers la solitude de ses préférences. C'est pas tout à fait ça, c'est aller vers un peu plus de spécificité dans sa formation. Absolument. Et c'est ce qu'on appelle les électifs, les options. Donc quand on rentre dans une école, aujourd'hui, on veut avoir la possibilité de s'ouvrir l'esprit, de choisir des cours qu'on ne connaît pas. Hein. Et en même temps, on peut choisir de faire du coding, du management, de la compta, du droit, et le tout avec un parcours. Moi, je pense qu'il faut toujours des advisors et des gens qui vous accompagnent, parce qu'on peut passer, du coup, ça peut être complètement éclaté. Il faut quand même ramener ça sur le socle des compétences. Mais aujourd'hui, il faut que les étudiants puissent avoir cette possibilité. Il faut que les écoles ouvrent ces possibilités. Et on peut le faire quand on fait de l'accompagnement en mode, voilà, tu veux faire les doubles diplômes, les doubles compétences, la transversalité. Ça exige des écoles de demain d'avoir une pléthore d'options, de combinaisons. C'est ça qui... Absolument. Ouais. Absolument. D'ailleurs, de ce point de vue-là, la technologie pourra aider puisqu'on pourra combiner Absolument. avec des apports. Le parcours à la carte, c'est aussi quelque chose. Alors le parcours à la carte, il est fondamental, comme Lamia l'explique, à savoir à l'intérieur d'une école, de pouvoir choisir différentes majors, minors, de pouvoir passer de EBS à ECE dans le groupe INSEC, de pouvoir se mêler à d'autres personnes. Et on a la même chose à l'intérieur d'un simple cours d'1h30 ou d'1 heure, ça dépend des formats, ou d'une journée, si on est en cours d'une journée. Il ne faut pas que ce soit le même cours pour les 10, 15, 20, 30 élèves. Les 10 plus avancés dans cette matière peuvent très bien être dans un groupe A et passer directement en use case, pendant que les 20 écoutent les prémices qu'il faut connaître pour accéder à ça. Ensuite, les 10 qui se sont mis à part reviennent sur les 20 et on doit pouvoir faire ce qu'on appelle de l'adaptive learning, mais à l'intérieur d'un cours, élève par élève, et ça, sans technologie, on est mort, parce que si les élèves ne me disent pas au début du cours, moi je suis plutôt bon là-dedans, j'ai beau être mentaliste, quand j'en ai 10 face à moi, je ne sais pas lequel est bon et mauvais, donc il faut qu'ils puissent se distinguer en disant, moi je sais déjà faire ça et ça, moi je ne sais pas encore, et ben hop, on fait 2 groupes, 3 groupes, 4 groupes, depuis avant-hier, Teams
de Microsoft nous permet de faire des sous-groupes. Enfin, Zoom le permettait. Maintenant, Teams le permet, mais c'est une mise à jour d'il y a 2 jours. Donc, on peut faire des sous-groupes. Et donc, on dit tous ceux qui connaissent ça, ça et ça, groupe 1. Tous ceux qui ne connaissent pas, C'est groupe 2, extraordinaire. groupe 3. Et on Je ne savais pas, hein, c'est pour ça que je suis sur Facebook. on fait donc de l'adaptive learning à l'échelle du cours lui-même. Mais ça ne remplace pas. Et surtout, ça vient compléter ce que Lamia disait, c'est de l'adaptive learning à l'échelle du cursus et du parcours, de se dire, je veux faire un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Et moi, je pense qu'ils devraient tous, je suis très totalitaire, hein, je les obligerais à faire tous au moins... Ça se voit pas spontanément. Hein, un peu d'entrepreneuriat, un peu de digital, un peu d'innovation. C'est très important, même s'ils ne veulent pas devenir entrepreneurs, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il faut faire... C'est un mindset, donc il faut absolument qu'ils aient cette espèce de... Nous, c'est le fil rouge, hein, c'est l'entrepreneuriat, même si ce n'est pas pour être entrepreneur, mais cet état d'esprit est très important. Dans les entreprises, c'est fondamental. Et ça rejoint, du coup, la réponse, le prof a changé comment ? Le prof, il a changé comme ça. Il est obligé aujourd'hui de faire de l'adaptative learning. Yes. En 2014, quand vous êtes sorti, Valentin, c'était déjà ça, le parcours à la carte ? Oui, ça a changé, non, un petit peu quand même. Ça a changé un petit peu. Ça s'est accéléré quand même. Il n'y avait pas la tech, mais on avait déjà ce système de double master, master 1, marketing digital, master, moi j'avais fait marketing digital et master 2, entrepreneuriat. Donc on avait justement déjà ce parcours un peu à la carte et je trouve ça très bien. Et dans le monde d'aujourd'hui, hein, il y a beaucoup plus de reconversions qu'avant. Et même si on ne se reconvertit pas, hein, moi je sais que les managers, ils vont aussi être recruteurs parce qu'ils vont faire passer des entretiens et les marketeurs, ils vont aussi être commerciaux, ils vont prendre le téléphone de temps en temps. Donc ça va bien avec ce qu'on voit aujourd'hui. En fait, il y a à la fois un décloisonnement entre les disciplines quand même. On le voit dans toutes... on le voit surtout dans les écoles de management, hein, pour le coup, ce qui est plutôt appréciable. Il y a cette espèce de décloisonnement. Il y a aussi une forme de convergence, c'est-à-dire il y a une convergence des profils. Avant, les profils étaient très marqués. C'était des scientifiques. Enfin, moi, de mon époque, c'était même le bac C, le bac D, etc. Aujourd'hui, même le bac S est terminé, et ES, il n'y a plus. C'est des options. Donc, c'est vrai que nos étudiants, et il y a des études qui montrent que les étudiants ont plutôt choisi leurs options. Ce n'est même pas les parents qui ont choisi pour eux. Et donc, comme ils ont choisi, ils vont continuer. C'est ce côté à la carte. Le rôle des écoles est important parce qu'il faut que ce parcours à la carte soit structurant pour pouvoir à la fin donner quelque chose qui leur permette d'être hyper agiles sur le marché du travail. L'intelligence artificielle aidera peut-être aussi à repérer les compétences des uns et des autres. Alors ça c'est Hubert, on va laisser Hubert. Vous avez une demi-heure, Hubert, on vous laisse. Alors, un peu d'IA, un peu de machine learning. Non mais on va conclure là-dessus, hein. Vous voyez bien, on ouvre sur demain avec... Non mais je préfère que vous fassiez une conclusion humaine plutôt que je fasse une conclusion mécanique en intelligence artificielle. Non, mon propos c'est de dire avec l'intelligence artificielle, on pourra aussi beaucoup plus aller dans la précision sur les étudiants, l'apprentissage, comment il se fait, comment il s'opère. Il y a des logiciels aujourd'hui qui... il y a des logiciels qui permettent de faire une espèce de paysage des points forts, un mapping des points forts et des points faibles, des points à améliorer des étudiants, et de manière à avoir un parcours à la carte en disant, voilà, tu es très fort là-dedans, tu ferais mieux d'aller compléter là où tu es fort par ça, ou alors tu es moyen là-dedans, mais tu ferais mieux de renforcer ça. Et ça, c'est juste extraordinaire. Et c'est une boîte française qui s'appelle Neuro quelque chose, je ne me rappelle plus, qui fait des neurosciences, et qui suit le mapping et qui arrive à accompagner les étudiants. Je crois qu'on ira vers ça aussi, ça aide beaucoup, la technologie de ce point de vue-là. Bien sûr. Mais ça ne doit rester qu'un outil. Il faut garder l'humain au centre de tout. Et puis, c'est l'étudiant qui décide de son avenir, alors avec ses conseils, avec les parents, avec les amis, avec la vie, quoi. La vie, tout simplement. C'est ce qu'on a abordé aujourd'hui pendant 1 heure. C'est intéressant, Valentin. Bon, je sais qu'on est un peu vieux pour vous, mais vous nous avez dit que c'est maintenant, le là est donné par la nouvelle génération, mais je pense qu'on a dit quand même des choses très intéressantes. Merci Hubert, c'était passionnant. Gilbert, merci. Moi, je viendrai à vos conférences, vous me donnerez l'adresse de la prochaine. Merci beaucoup, Lamia Rouet. Vous êtes la patronne de l'EBS, vous dirigez une école d'ingénieurs, vous êtes une scientifique. Je le disais tout à l'heure, vous incarnez parfaitement le mélange et des sciences de management et de gestion et l'apport des sciences, on le voit bien. On vous souhaite longue vie à l'EBS. Merci Valentin, longue vie à Fletcher. Merci. Qu'est-ce que vous allez vous faire acheter par Google? Vous allez faire une levée de 1 milliard. Quel est le projet immédiat dans les...
J'en parlerai quand ce sera le bon moment. D'accord. Eh ben, j'espère que vous serez bien accompagnés. Demandez conseil à Hubert. Je suis sûr qu'ils seront précieux, ces conseils. Merci à tous. Une très Merci. très belle Merci, soirée. Gilbert. Au revoir. Merci, au revoir. Choose to be able. Join European Business School.